Donc nous allons passer aux expériences innovantes en Belgique. Et donc pour la Wallonie, nous avons Didier Henry de Biabog qui va nous présenter les expériences et je lui cède directement la parole. Donc je vais vous présenter l'habitat collectif Biabog, qui est sous forme de coopérative, que je qualifierais de coopérative d'habitants et d'habitantes. On vient de fêter nos 10 ans, les 10 ans de la création de la coopérative et de l'achat des bâtiments, de fermes dans lesquelles on habite. Au tout début, on a créé un groupe d'amis, d'étudiants en 2008 pour habiter dans une colocation. On habitait dans cette colocation pendant 6 ans. Et au bout de ces 6 ans, on avait vraiment envie d'acheter quelque chose à nous, de pouvoir faire ce qu'on voulait, d'être d'une certaine manière propriétaire, ou en tout cas de pouvoir agir sur notre habitat. Ça nous a donné envie d'acheter une grande ferme avec quelques hectares de terre. Il y avait pas mal d'agronomes dans la bande. Et on a dû faire un choix sur la forme juridique. Pour pouvoir acheter, on avait envie de garder un aspect très solidaire par rapport à notre habitat et de pouvoir être solidaire par rapport à l'achat, donc de pouvoir agir sur l'accès à la propriété pour tout le monde. On avait envie de pouvoir de faire en sorte que ce soit une forme d'investissement, donc de pouvoir récupérer quand même notre mise. Et alors, on avait aussi envie de pouvoir partir et arriver de manière assez fluide. Ce sont les trois caractéristiques qui nous ont amenés à la coopérative, parce qu'effectivement, il ne faut pas passer devant le notaire pour changer de coopérateur, coopératrice. Et du coup, ouais, pardon, je vais vous expliquer assez concrètement comment on s'est constitué, de quelle manière on a structuré notre association finalement. Pour que l'accès à la propriété se fasse de manière solidaire, certaines personnes n'avaient absolument aucune possibilité d'emprunter de l'argent parce qu'au chômage ou parce que pas de fonds propres. La coopérative a donc acheté les bâtiments. Pour acheter les bâtiments, elle a emprunté la quasi-totalité de la somme à plusieurs prêteurs. Il y a eu nous-mêmes, certains coopérateurs, coopératrices ont prêté de l'argent, des proches ont prêté de l'argent et la banque a prêté de l'argent aussi. Et donc, personne au niveau individuel n'a dû emprunter de l'argent. C'est ce qui a fait que tout le monde a pu participer à ce projet sans avoir de fonds à la base. Mais par contre, on a acheté une part à la coopérative. On a chacun et chacune une seule part. Donc on est propriétaire exactement de la même manière de ces bâtiments, enfin de la coopérative en général. Et on a dit que cette part devait être la plus petite possible pour que ce soit accessible, mais que cette part serait, le montant de la part serait évolutif. Alors, pour le rendre cette part évolutive, on a en fait créé un calcul hyper savant qui fait évoluer la part en fonction des travaux qu'on a fait dans la ferme. C'était une ferme relativement en ruine, on peut considérer que c'est une ferme en ruine. Et donc il y avait beaucoup de travaux à faire. Un prix de départ relativement bas, c'était 400 000 € pour une grande ferme. Et donc ce qu'on a dit, c'est que, suivant ce calcul, la part allait augmenter. Le calcul, c'est les fonds propres, calculés sur base du bilan qu'on doit remettre chaque année, plus une plus-value conventionnelle divisée par le nombre de parts. La plus-value conventionnelle, c'est en fait lié uniquement au prix des travaux. Et donc, comme il y a beaucoup de travaux qu'on devait faire en autoconstruction, c'était difficile de pouvoir dire on ne compte dans ce calcul que les professionnels qu'on va engager, puisqu'il y en aurait peu a priori. Et donc cette plus-value conventionnelle, elle se calcule sur base
des factures des intervenants, des corps de métier, et des factures d'achat de matériaux x2. Donc on dit que l'achat des matériaux plus la même somme, ça correspond aux travaux que nous-mêmes on a fournis, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications. À cela s'ajoutent quelques subtilités. Par exemple, il y a une moins-value par rapport aux frais d'architecte, puisque ça n'intervient pas réellement dans la valeur du bâtiment. Voilà. Tout ça, en fait, pour essayer de se rapprocher un maximum du prix du marché de cette ferme, mais sans fonctionner avec la spéculation, quoi. Enfin, ou en tout cas un minimum. Voilà. Pardon, il faut que je remette mes idées en place. Donc, la manière dont la coopérative rembourse ses prêts, dans notre cas, tout le monde paye un loyer. Dans cette ferme habitent des habitants coopérateurs et des habitants non coopérateurs. Tout le monde paye le même loyer, peu importe la surface qu'il ou elle occupe. C'est quelque chose qui était très important pour nous, en fait, de se dire que la ferme appartient à tous les coopérateurs, coopératrices, mais aussi à tout le monde qui habite de la même manière. Donc, peu importe si j'ai un habitat un peu plus grand que quelqu'un d'autre, l'important, en fait, c'est qu'on vive tous dans cette ferme. Et de toute façon, les espaces communs, le terrain et tout ça sont bien assez grands que pour être satisfait de toute façon de sa vie là-bas. Et donc, tout le monde paye un loyer. Là, ce qui arrive pour le moment, c'est que on entame des gros travaux qui vont coûter une somme bien plus importante que l'achat. Pour financer ces travaux, on n'avait pas assez de capacité de remboursement. Et donc, on a fait en sorte que les coopérateurs et coopératrices versent une forme de loyer supplémentaire parce qu'on se fabrique en quelque sorte nos maisons individuelles un peu plus stables, un peu plus... avec un confort un petit peu plus grand. Et donc, on paye un supplément de loyer qui est mis sous forme d'avance coopérateur. C'est un vrai terme. C'est notre super comptable qui nous a proposé ça, parce que ça permet de... Pardon ? Avance coopérateur. C'est une avance coopérateur, ça permet de verser de l'argent à la coopérative sans être taxé dessus, parce que tous les loyers... finalement, tous les loyers donnent des bénéfices et donc on est taxé dessus. Et ce n'est pas obligatoire de le rembourser, que la coopérative rembourse cette avance au coopérateur. C'est pour ça que ça nous paraissait intéressant de le faire de cette manière-là. J'espère ne pas dire trop de bêtises du point de vue fiscal ou juridique. Ça doit être fact-checké. Et donc, voilà, c'est ça. En fait, j'expliquais un peu la genèse du projet parce que c'est très important, je crois, dans notre cas, d'avoir habité ensemble pendant 6 ans avant, d'être une bande d'amis, d'avoir confiance l'un dans l'autre. Parce qu'on est tout à fait conscient que notre modèle ne peut pas être applicable à n'importe quelle personne en Belgique ou ailleurs. Et donc, souvent, les personnes qui viennent habiter sur le lieu disent que c'est hyper organique, notre manière de fonctionner. On n'a pas des règles pour tous les aspects de notre vie, ni même de l'organisation de la coopérative. Parce que pas tout, mais beaucoup de choses sont quand même d'une certaine manière mouvantes. Et pour nous, c'est très important justement de ne pas figer trop les choses, que ce soit les aspects plus légaux ou en tout cas très importants liés aux finances, à l'achat de la coopérative, de la ferme et tout ça, ou même aux règles de vie sur le lieu, quoi. Même les habitants non coopérateurs se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de règles fixes chez nous. Voilà, c'est notre manière de fonctionner. On a 3 documents qui régissent les quelques règles. On a les statuts qui renvoient pour certains aspects au ROI, qui renvoie lui-même pour certains aspects à la convention entre coopérateurs et coopératrices.
Ce dernier document, il régit par exemple la sortie d'un coopérateur. C'est un point qui apparemment est vraiment très questionnant pour beaucoup de gens. Pour nous, ça s'est passé 4 fois. Il y a 4 coopérateurs, coopératrices qui sont partis, sans qu'il y ait ni d'exclusion ni de mésentente. C'était vraiment juste un choix de vie différent, envie de moins de collectif, par exemple, ou de moins de travaux, ou de moins de prise de tête sur la réunionite aiguë. Et donc, je peux vous expliquer concrètement ce que sont ces règles. C'est que par rapport au remboursement de l'argent, donc la part est remboursée en maximum 3 ans. Ça, ce sont vraiment des règles qu'on a données nous-mêmes, quoi. En maximum 3 ans, vu que le montant de la part évolue, au début c'était 3100 €. Maintenant, elle est, je crois, il y a 2 ans, elle était à 18 000. Donc ça va continuer à évoluer. Et donc les problèmes nous attendent sans doute dans 30 ou 40 ans, quand la part vaudra peut-être 100 000, 150 000 €. Mais pour l'instant, en tout cas, les 2 premiers départs ont été remplacés par 2 personnes. Donc là, il y a eu un transfert d'argent directement entre eux. Les 2 dernières personnes qui sont parties n'ont pas été remplacées. Et donc c'est la coopérative qui rembourse leur part en 3 ans, du coup. Les personnes arrêtent d'être coopératrices après avoir reçu la moitié de leur part. C'était important aussi à spécifier, voilà, pour qu'elles ne puissent pas être dans les organes de décision encore pendant 3 ans. Et alors, par rapport aux prêts éventuels que les personnes ont faits, ouais, ça, il faut que je vous explique le fonctionnement de prêt. Donc, la banque est remboursée en tout premier. Les proches sont remboursés en premier, mais ils ont une hypothèque de 2e rang. Donc si jamais il y a un problème, ils sont remboursés après la banque. Et les coopérateurs, coopératrices qui ont payé sont de toute façon remboursés après les autres prêteurs. Donc j'ai fait un prêt, je sais que au début je savais que je serais remboursé minimum dans 20 ans. Enfin, je commencerai à être remboursé minimum dans 20 ans, la durée de notre prêt à la banque. Mais ce prêt peut être chaque fois, ce remboursement de prêt peut être chaque fois repoussé en fonction des autres emprunts qu'on va faire. Et alors, si quelqu'un part de la coopérative, son prêt devient un prêt, au lieu d'être prêt coopérateur, ça devient un prêt ancien coopérateur. Et là, la durée du prêt, de remboursement du prêt est de maximum 10 ans. Donc en 10 ans, on doit avoir remboursé ce prêt-là. Sous réserve, comme on l'a dit ce matin, sous réserve que la coopérative ait les fonds suffisants et que ça ne la mette pas à mal, en tout cas. Oui. Voilà. Ce fonctionnement d'emprunt, de remboursement, ça a été vraiment un élément clé, en tout cas dans l'accès à la propriété, ou en tout cas, enfin oui, à la propriété dans notre cas. Parce que ça permettait vraiment à n'importe qui de pouvoir venir dans le projet, habiter là. Mais comme je le disais, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer dans 10, 20, 30 ans par rapport à cet aspect-là. Et c'est là-dessus justement qu'on attend vraiment des retours politiques, quoi, pour arriver à faciliter ce genre de problème. Je sais que l'habitat de la Sève, l'habitat de Saint-Denis sont déjà dans ces problèmes-là. Ils ne savent pas très bien comment faire par rapport au rachat d'une habitation, quoi. Voilà, ah oui, et alors, bon, c'est comme dans la vie d'une personne, les besoins et les problèmes viennent en fonction voilà, de l'âge. Ici, maintenant, on commence à avoir des réels problèmes par rapport à l'octroi de primes, de subsides, de primes à la rénovation. On en a parlé ce matin aussi. On a fait le choix de la coopérative en connaissance de cause, donc on savait très bien qu'on aurait ce problème un jour, mais on a fait une sorte de déni de primes. Et donc là maintenant, on entame des grosses rénovations et on se retrouve effectivement dans ce problème. On ne peut pas être
on n'a pas droit à des primes, mais c'est des montants de dizaines de milliers d'euros par habitat. On a contacté la SWCS, la Société Wallonne de Crédit Social, pour leur demander en tout cas une aide d'accompagnement. Ça n'a pas été. On a envoyé une lettre aussi au ministre Henry, ministre de l'Énergie wallon. Et cette semaine, on a eu une confirmation de tout ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que son administration ne peut rien faire pour nous. Voilà, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. C'est fini. Eh ben, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, on va accueillir Anne-Marie Abraken de Stira. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter le groupe Stira. Objectivement, c'est un projet non abouti, puisqu'on a démarré en 2017. Et ça va clignoter comme ça tout le temps. Excusez-moi. Mais... Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ok. Vous, ça ne clignote pas. D'accord. Je vais regarder l'écran ici. Donc, ok, pas de souci. Donc, c'est un habitat groupé. Et plus que ça, puisqu'on envisageait vraiment un transfert de savoir. En plus du logement, il y avait sur notre terrain de quoi faire des ateliers. Et ces ateliers, c'était aussi bien du transfert pratique, vannerie, poterie, bricolage en tout genre, que l'approche organisationnelle, la gestion de l'habitat groupé, les approches sociocratiques, etc. Donc il y avait plus que de l'habitat. Et donc, comment est-ce que tout ça a fonctionné? On a choisi la coopérative, je dirais, par élimination. On ne voulait pas d'une copropriété, parce qu'on avait vraiment l'impression que quand le propriétaire s'en va, il revend à qui il veut et on aurait de la difficulté de garder un groupe avec un objectif unique. On ne voulait pas d'une fondation parce qu'on était nombreux à voir nos enfants et à vouloir qu'un jour notre héritage repasse. Alors, ça ne nous tracassait pas que l'héritage soit sous forme de parts de coopérative, mais on ne voulait pas que l'argent soit immobilisé dans une fondation. Par ailleurs, on estimait que la coopérative mettait tous les coopérateurs dans le même bateau, une même société qui doit survivre ou vivre déjà. Et donc, on avait aussi des objectifs assez grands, puisqu'on voulait, entre guillemets, faire un Wooncoop en Wallonie, puisque quand on a contacté Wooncoop, parce qu'on trouvait leur projet très bien et très porteur, et on voulait essayer d'étendre ça, mais ils n'avaient pas l'objectif, eux, de venir en Wallonie, donc on ne pouvait pas s'appuyer sur eux. Et donc, aujourd'hui, ce qui reste de Stira, c'est clairement des statuts. Les statuts, ils sont téléchargeables. C'est des statuts d'un groupe qui s'est créé avec une organisation sociocratique et dans lequel on a quand même fait fort attention parce qu'on sait tous les problèmes de blocage. La sociocratie, ça peut être très lent comme processus de décision. Ça permet vraiment que tout le monde donne son avis, mais à un certain moment, on a l'impression que ça n'avance pas. Et donc, on a été très attentif dans les statuts à mettre des sécurités pour qu'il y ait des portes de sortie en cas de blocage. Donc, ces statuts, ils ont été écrits en collaboration très forte avec le notaire Côme, qui, lui, est très ouvert à la coopérative de logement, contrairement à M. Herneux, par exemple. Et donc, il y avait vraiment une vision à long terme de faire plus que juste notre habitat groupé à Ampsin. On voulait vraiment qu'on arrive à essaimer, mais on était aussi très réaliste que avant d'essaimer, il faut déjà réussir à faire son premier habitat groupé. Et donc, ça n'a pas fonctionné, mais n'empêche, je vous partage l'expérience. Donc, en dehors de la coopérative qui gérait vraiment l'aspect logement,
il y avait cet aspect transfert de savoir sur lequel il y avait une ASBL. Donc la ASBL a été dissoute fin 2023, mais la coopérative, dans la mesure où le terrain est toujours là, le permis d'urbanisme court toujours, on ne va pas clôturer la coopérative d'ici à ce qu'on retrouve un repreneur. Et le repreneur, s'il nous dit qu'il n'est pas intéressé par la coopérative, on la dissoudra. S'il est intéressé par la coopérative, il reprendra la coopérative, il changera certainement quelques lignes du statut. C'est moins lourd de changer des statuts que de tout recréer. Donc voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'était vraiment 7 individus qui se sont trouvés par habitat et participation. On ne se connaissait pas. On a commencé à travailler. Alors, ces 7 individus, ça a été d'abord 3, ça a été jusque 11, etc. Il y a 3 personnes fixes qui sont restées du début à la fin, et il y en a 7 qui ont travaillé activement à la construction. On est donc arrivé à l'achat d'un terrain. Ça a été réalisé. On a choisi des architectes, on a choisi l'entrepreneur, et on a choisi l'entrepreneur avant les architectes, et on a imposé aux architectes de prendre en compte toute la modularité que PyTech utilise pour faire du pré-construction, si on peut dire, du préfabriqué en bois, argile, paille, pour réduire un maximum le prix. On avait aussi en tête de faire de l'autoconstruction, ou en tout cas auto-rénovation pour ce qui était des espaces ateliers. On visait 12 logements, 8 appartements, une chambre et 4 deux chambres, et pas mal d'espaces partagés. Alors je vous ai mis le ratio de mètres carrés, parce que vous voyez que pour nous, on était quand même très nombreux à revendre nos maisons pour entrer dans 50 mètres carrés. Et donc, on acceptait de faire ça, et c'était vraiment une approche aussi écologique de réduire l'énergie, réduire les matériaux, etc. Tous habitaient dans un gros bloc très sobre au niveau architectural. Et tout cela, ça pouvait se faire parce qu'on avait accès à des espaces pour recevoir la famille, pour se réunir, parce qu'effectivement, pour faire fonctionner un groupe comme ça, il faut pouvoir se réunir, et pas se réunir l'un sur l'autre, pouvoir se réunir et manger tous ensemble, enfin faire du convivial et faire que le groupe vive de façon agréable. Donc pour nous, c'était essentiel. Pareil, on ne veut pas de la redondance, que chacun ait sa machine à lessiver, mais on ne veut pas non plus de la cave où tout le monde se farcisse, la buanderie infecte. Donc on cherchait à avoir des locaux corrects. Et donc voilà. Alors, je vais parler un peu beaucoup des finances, parce que c'est ça qui a le plus bloqué les choses. Donc il y avait déjà 260 000 € investis par les différents coopérateurs, les 7 coopérateurs qui ont mis de l'argent. Cet argent était très divers. Il y avait des personnes qui ont mis 1 000 € et des personnes qui ont mis 90 000 €. Et donc c'était vraiment d'après les moyens. Mais après, dans les statuts, c'est bien un homme, une voix, que vous ayez plus de part ou pas, vous avez toujours pas un poids décisionnel plus grand. Et donc, au niveau du fonctionnement, on avait extrapolé les 7 personnes à 12 unités, et en extrapolant, on pouvait montrer qu'on avait 35% de fonds propres, on avait 31% de crédit bancaire, et là, il y avait déjà eu discussion avec Crédal, qui avait déjà aussi eu un regard sur le plan financier. Et puis, il fallait trouver des investisseurs extérieurs, et je dirais c'est là que le bas blesse, parce que ce n'est pas vraiment évident. Et donc, cette idée de nombre de parts, pour nous, le nombre de parts devait être fixe pour qu'elle corresponde à la valeur du bâtiment et qu'elle ne perde pas en valeur au fur et à mesure qu'on remboursait l'emprunt hypothécaire. Donc, les habitants de Styra, dans leur loyer, payent les intérêts bancaires, mais aussi le remboursement de l'emprunt, et du coup acquièrent des parts de coopératives. Donc il y a une capitalisation progressive obligatoire à ce niveau-là. Alors,
En quoi était-ce peut-être un peu fort novateur? C'est qu'on travaillait beaucoup sur l'approche d'équité, comme on vient d'entendre aussi. On a le droit de se loger. Ça ne dépend pas du nombre de mètres carrés que vous utilisez. Donc, en fait, votre loyer dépend de vos revenus. C'était 35% de votre revenu, quel que soit votre revenu. Et donc, dans ce loyer, il y avait une part incompressible inhérent à la société coopérative, comme le revenu cadastral, les assurances, etc. Et puis, ce qui restait, eh bien, il y avait 60% de ce qu'on appelait loyer STIRA. Ce loyer STIRA, il sert à rembourser la banque, il sert aussi à faire une réserve pour justement pouvoir payer ces fameux départs. Quand quelqu'un s'en va, il faut un bas de laine pour le rembourser. Alors, et on a donc 40% de capitalisation progressive obligatoire. Alors, c'est obligatoire jusqu'à 250 000 euros. 250 000 euros, si vous avez vu le prix initial, ce n'est pas un 12e du projet, mais ça n'en est pas loin. Mais l'idée, ce n'est vraiment pas que vous possédiez votre appartement, c'est que vous aidiez la coopérative à vivre et à pouvoir, après remboursement du prêt, voir pour générer un nouveau STIRA ailleurs, etc. Et donc, tout ça doit aussi se négocier à la fin du remboursement du prêt. Alors, l'accueil de nouveaux résidents, c'est quelque chose qui est problématique. Et là, on mettait un stage d'1 an. Ça peut paraître énorme, mais quand on parle de chantier participatif, souvent une fois par mois, si pour des raisons professionnelles ou de santé ou quoi, vous loupez 2 ou 3 chantiers participatifs, si on a mis 3 mois ou 5 mois, on ne vous connaît pas. C'est vrai qu'on vous croise et qu'on essaye d'avoir des réunions, mais donc on a vraiment défini une longue période parce que c'est important pour vous de savoir dans quel bateau vous entrez et pour le groupe de savoir apprendre à vous connaître. Et donc, puisqu'on est tous fort solidaires dans ce projet, il y avait 1 an de temporisation pour réfléchir. Alors, oui, mais j'arrive à la fin, pas de souci. Donc, la faiblesse, je dirais, dans le plan financier, c'était clairement qu'il fallait trouver 1 200 000 d'apports extérieurs. On est allé jusqu'à la note d'information relative à l'offre d'action, etc. Donc, on n'avait pas encore le label Financité, mais on en avait déjà discuté, il y avait des allers-retours, etc. Et pourtant, on n'a pas osé se lancer, je dirais par manque de professionnalisme, mais aussi par problème que tout ça a duré tellement longtemps que les chiffres qu'on avait faits en mars 2022, en décembre 2022, ils n'étaient déjà plus clair, des personnes qui avaient dit « je donnerai l'argent à STIRA quand j'aurai vendu ma maison », comme ils ne voyaient pas la première pierre arriver ou la première poutrelle arriver, ils n'ont pas passé le pas et donc on n'avait plus trop confiance. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'espoir avec le tiers-lieu rural, parce que la commune d'Amé était tout à fait éligible, et donc notre projet entrait à fond là-dedans, et on pouvait avoir, non pas nos logements payés, mais en tout cas tout l'aspect atelier subventionné, mais la commune n'a pas suivi. En discutant avec les juristes des SAWB, on aurait dû se battre, mais on était vraiment arrivé, je dirais, en fin d'énergie à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, je dirais il reste un terrain à vendre avec un permis d'urbanisme qui est disponible. Donc ça peut, s'il y a un groupe intéressé, faire gagner énormément de temps parce qu'on sait quelle difficulté c'est d'avoir un permis d'urbanisme. Et donc ce permis d'urbanisme, il est vraiment étiqueté habitat groupé. Je dirais si vous êtes à fond promoteur immobilier avec spéculation, ça ne passera pas. Malheureusement ou heureusement. En tout cas, nous, c'était bien clair dans nos statuts qu'il n'y avait pas de spéculation. Et donc, on a la société coopérative qui existe toujours, qu'on est prête à transférer si ça intéresse le suivant. Si ça n'intéresse pas le suivant, on dissout. Alors, nos atouts, c'était des atouts et des faiblesses. On était très divers, puisqu'il y avait des revenus de 1 à 4. La sociocratie, on avait fini par l'aménager et on avait un bon accompagnant, donc je trouve que ça nous a quand même bien aidé.
On a eu de l'aide objective de différentes instances. Je dirais WAlter est celui qui nous a plus challengé au niveau du plan financier, et ça a beaucoup aidé. Financité a aidé aussi, et pour tous les statuts, merci au notaire Com qui nous a permis d'aboutir. Et donc, pourquoi l'arrêt? Je dirais 5 ans, c'est long. Quand les gens démarrent, ils imaginent 2 ou 3 ans, et puis ils trouvent d'autres solutions pour se loger. Et donc, les moteurs initiaux s'épuisent. Donc ça, c'est clair. Peut-être notre projet était trop ambitieux. On voulait à la fois du social et de l'écologique. Peut-être qu'il était un peu trop novateur avec nos 35% du revenu. Ça peut effrayer. Je dirais que ça effraie plus les nantis que d'autres. Et du coup, comme il faut un équilibre, ça ne facilite pas l'entrée. Voilà. J'en suis à la fin. Merci.